Bonjour, vous écoutez Pause Report, le podcast qui décrypte et analyse chaque semaine l'actualité de la voile de compétition. Pause Report est produit par Tip & Shaft, le média des professionnels et des passionnés de voile de compétition. Tip & Shaft, ce sont 2 newsletters hebdomadaires en français et en anglais, des podcasts, des formations, un studio de production de contenu, une plateforme de vidéo à la demande Sailors, ainsi qu'un festival du film que vous pouvez retrouver sur tipandshaft.com. Je suis Axel Capron et je vous souhaite la bienvenue dans Pause Report. Bonjour à tous et bienvenue dans le 186e épisode de Pause Report, le podcast hebdomadaire de Tip & Shaft qui explique, décortique, décrypte et analyse l'actualité de la voile de compétition sous toutes ses coutures en compagnie des meilleurs experts. Nous sommes le lundi 28 octobre, il est exactement 18h50 et nous allons continuer aujourd'hui à parler de Vendée Globe à un peu moins de 2 semaines du départ de la 10e édition, le 10 novembre, mais cette fois du côté des partenaires. Nos 2 invités, comme certains skippers, n'en sont effectivement pas à leur première participation sur la course autour du monde en solitaire. Le premier est directeur général du groupe Paprec, copartenaire titre avec Arkea de Johan Reichaume sur cette édition 2024. Il s'agit de Sébastien Petit-Huguenin. Bonsoir Sébastien. Bonsoir Axel. Le second dirige quant à lui Initiative, un des 3 sponsors mécènes via la marque Les Chocolats du Cœur de Sam Davis. C'est Franck Vallée. Bonsoir Franck. Oui, bonsoir Axel, bonsoir Sébastien. Merci messieurs en tout cas de prendre un peu de votre temps précieux pour cet épisode de Pause Report. Avant de vous donner la parole, je vais peut-être rapidement rappeler l'historique de vos groupes respectifs avec le Vendée Globe. Pour Paprec, si je ne me trompe pas, le partenariat a commencé avec Jean-Pierre Dick, avec lequel il a été intimement lié, avec une première édition sur laquelle vous n'étiez pas encore partenaire titre, si je ne me trompe pas Sébastien, en 2004 auprès de Jean-Pierre. Vous êtes ensuite devenu copartenaire titre avec le groupe, avec Virbac de Jean-Pierre en 2008, puis en 2012, puis copartenaire avec le groupe Saint-Michel en 2016, avant de vous lier sur la dernière édition en 2020 avec Arkea pour accompagner Sébastien Simon. Ce partenariat avec Arkea s'est poursuivi pour ce Vendée Globe 2024, mais cette fois-ci auprès d'un nouveau skipper, Johan Reichaume, considéré comme l'un des favoris de cette édition 2024 du Vendée Globe. Je me trompe pas, Sébastien, c'était bien ça l'historique ? Alors presque, sachant qu'on était partenaire dès la première édition en 2004 avec Jean-Pierre Dick. D'accord. On était déjà partenaire titre et on a, pour simplifier, je sais pas si c'est inventé, mais en tout cas développé la formule de partenariat à 2 copartenaires en tournant dans le nom à l'époque avec Virbac, Paprec Virbac et Virbac Paprec, et maintenant avec Arkea, Arkea Paprec et maintenant Paprec Arkea. D'accord, je ne me souvenais plus que sur le premier Vendée Globe en 2024, vous étiez déjà copartenaire titre. Franck, du côté d'Initiative, l'aventure Vendée Globe a commencé auprès de Tanguy Delamotte en 2012 avec une 10e place. Elle n'a depuis jamais cessé, avec là encore un modèle de partenariat multiple que tu vas nous expliquer. Vous avez ensuite accompagné Tanguy sur un 2e Vendée Globe en 2016, avant de vous engager auprès de Sam Davis sur l'édition 2020, et que vous allez encore accompagner sur ce Vendée Globe 2024, sur lequel elle aussi est une prétendante sérieuse au podium. J'ai bien résumé la situation, Franck ? Oui, tout à fait. Pour ce qui est de l'IMOCA, après, on a appris le partenariat voile à partir de 2008, puisqu'on les Chocolats du Cœur, qui est une marque du groupe Initiative, globalement, se sont lancés dans l'aventure partenariat, sponsoring et mécénat à l'occasion d'une course de classe 40 qui s'appelait la Solidaire du Chocolat, et qui a été gagnée par nous. C'est la première course, premier engagement et première victoire avec Tanguy Delamotte. Voilà. Et pendant 3 ans, on est resté en classe 40 avant de franchir un pas et de monter une marche pour aller en IMOCA et ce premier Vendée Globe de 2012. C'est la 4e fois d'affilée que nous allons engager un Initiative Cœur, le numéro 4, pour ce Vendée avec Sam Davis. On va revenir sur cette historique avec Tanguy et avec Sam, Franck. Sébastien, de votre côté, à l'origine, comme Pierre-Yves Lautroux le dit bien en introduction de son podcast Into the Wind, dont vous êtes partenaire, c'est d'abord une question de passion familiale, votre engagement auprès de Jean-Pierre Dick ?
Alors nous, on n'est pas que sponsor de l'IMOCA et de Jean-Pierre quand on démarre en 2004. On a toujours été sponsor de la voile au moyen de l'entreprise qui s'est beaucoup développée à travers les années. D'abord des petits projets amateurs pour faire la Spi West France. Fabrice Amédéo, à l'époque, faisait la Spi West avec participation de Paprec pour populariser le fait de ne pas jeter les mégots dans l'eau, etc. On a fait plein d'initiatives à la taille de l'entreprise. Et puis effectivement, à un moment, on est passé en IMOCA avec quelque chose de structuré, un programme de partenariat, important, oui. Vous êtes pris au jeu dès le premier, donc tu le disais, hein, c'était en 2004 avec une sixième place de Jean-Pierre à la clé. Dès le début, vous vous êtes dit le Vendée Globe, c'est la course qu'il nous faut. En fait, ce qu'on a constaté dès la première participation, c'était que nos clients comprenaient bien que Paprec soit dans le domaine de la voile. Le métier de Paprec, c'est un métier, tout ce qui est économie circulaire des déchets. Donc avec les déchets, on peut faire des nouvelles matières premières et puis de l'énergie. Ça, c'est le métier de Paprec. Et la voile avait une cohérence. Donc au-delà de la passion des patrons, hein, qui est là et toujours bien vivante, il y avait aussi une cohérence pour les collaborateurs et pour les clients à ce que Paprec s'investisse dans ce domaine-là. Et puis après, on avait une autre motivation qui était importante, c'est nous, on était une petite boîte, on lutte dans notre secteur avec des géants qui sont présents à l'international et qui ont une très grosse présence. Et de façon assez symbolique, pour Paprec, le fait d'avoir un bateau, ça nous mettait quelque part à égalité avec ces grands géants. Symboliquement et en tout cas dans l'esprit des clients, c'était peut-être plus facile de faire confiance à une entreprise qui était capable de se payer un bateau qu'à une PME, hein, ce qu'on était encore à l'époque, qui forcément avait des solutions innovantes, mais était peut-être pas aussi sécurisante que de partir avec un très grand groupe. Ouais, vous avez bien grandi depuis. Franck, comme tu le disais, toi, ça a commencé en 2008 auprès de Tanguy de Lamotte en classe 40. Raconte-nous un peu comment l'histoire a démarré et est-ce que tu peux juste préciser à nos auditeurs dans quel secteur d'activité, peut-être qu'ils ne le savent pas tous, opère aujourd'hui Initiative. Eh bien, écoute, c'est un petit peu comme Sébastien, ce sont d'abord nos clients qui nous ont guidés vers la voile. Alors, il se trouve qu'Initiative on est sur un marché de niche qui est le marché des associations loi 1901 et plutôt les toutes petites associations, c'est-à-dire les associations de proximité, pour qui ceux qui sont papas ont des enfants, donc à l'école, et notre marché, c'est plutôt les foyers socio-éducatifs, les OCCE, les associations de parents d'élèves, mais aussi les petits clubs sportifs. Et c'est un tissu assez nombreux, hein, quand même, et beaucoup de bénévolat, beaucoup de temps, je dirais souvent extra professionnel. Et Initiative s'est fait le spécialiste de solutions de clés en main de financement pour ces petites associations. Et en 2005, on a opéré un virage à proposer des ventes de chocolat avec un partenaire qui est devenu une structure filiale du groupe après la crise de 2008, et un chocolatier basé à Orléans qui s'appelle Alex Olivier. Et donc on a créé les chocolats du cœur à cette occasion. Voilà, et ça a accompagné le développement parce que quand on a sondé notamment les enseignants, on s'est aperçu que la voile était sans doute dans le primaire et dans le secondaire jusqu'à la troisième, le sport qui était sans doute plus à visée pédagogique pour eux. Parce que ben avec la voile, on peut parler évidemment d'histoire, de géographie, les routes maritimes, mais aussi de littérature, les grands récits autour du monde, mais pas que. Enfin, et également de mathématiques, de longitude, de latitude, de gestion du temps, enfin, etc., etc. Et donc les enseignants, après la victoire qu'on a connue en 2008 sur cette solidarité de chocolat, où on avait reporté avec un outil pédagogique, d'équipe pédagogique qu'on continue de faire, nous ont dit surtout continuer parce que nous, c'est tous les ans qu'on voudrait parler de voile. Et je pense que c'est un sport qui aujourd'hui a un rendez-vous annuel souvent tous les ans, soit en transat, soit en tour du monde. Et l'IMOCA a son firmament avec évidemment le Vendée Globe. Donc c'est pour ça on a franchi le pas de monter en IMOCA et d'aller faire d'abord un projet aventure avec Tanguy de Lannemotte en 2012, et puis après, le deuxième bateau, on a essayé de lui donner un outil où il pouvait un peu mieux figurer, et ainsi de suite, avec Samantha, pour finir avec un bateau neuf cette année. Alors, c'était vraiment pas notre volonté, mais c'est aussi que
D'autres partenaires sont venus nous aider un petit peu. Le groupe K-Line en 2014, qui est arrivé, un groupe vendéen. C'est parce que il y avait le Vendée Globe, évidemment, dans le calendrier IMOCA. Et ensuite, Vinci Énergie qui est apparu en 2017. Et voilà, maintenant, c'est un groupe de partenaires, de sponsors partenaires mécènes pour la cause mécénat chirurgie cardiaque, qui a toujours été la cause que nous avions choisie pour la solidaire du chocolat et qui avait touché, si nos clients nous réclamaient cet engagement. Ensuite, c'est les salariés qui ont fait le succès parce que ils se sont vraiment engagés à peindre des voiles sur le premier Vendée Globe avec Tanguy, à poser des stickers, à faire tout ça. C'est nous et c'est je dirais, sur les sociétés du groupe Initiative qui sont venus des week-ends, peindre des voiles, etc. Et ça a créé une émulation forte par rapport à, une ambition interne et externe avec les clients. Donc, on s'est dit, il faut continuer et on est très heureux de continuer aujourd'hui parce que la recette continue de plaire. Ouais, ce premier Vendée Globe avec Tanguy, il s'était soldé par une 10e place, mais il avait bien marché médiatiquement. Je pense que Tanguy avait été plutôt un bon client en tout cas. Hein, il avait Ouais. bien joué le jeu. Est-ce que dès ce premier Vendée Globe, vous avez vous aussi mesuré finalement, est-ce que je sais peut-être que vous le mesuriez pas avant, mais l'impact que peut avoir un Vendée Globe pour un partenaire? Alors moi je peux répondre oui clairement puisque ce premier Vendée Globe on a eu aussi c'était la naissance un peu des réseaux sociaux en 2012, en tout cas ils étaient naissants plutôt. Facebook il était né en 2008 seulement et c'est vrai qu'on avait tout de suite un peu embrayé avec ces réseaux sociaux et on avait déjà terminé avec 220 000 followers à la fin de ce Vendée Globe 2012 puisqu'on faisait déjà une grosse communauté de followers. Et ensuite, aujourd'hui, écoutez, on a pratiquement 1 million de followers sur les 3 réseaux sociaux qui animent la communauté de nos soutiens et des gens qui aiment bien suivre les aventures maintenant de Samantha. Mais c'est vrai que Tanguy avait été un très bon communicant et on avait mis des moyens pour qu'il puisse communiquer à l'époque, qui par rapport au projet dans le budget était sans doute plus orienté mais ça j'en disconviens pas, c'était ça. On avait un très vieux bateau qui était le Pingouin Ouais, qui datait de 1998, ancienne Catherine Chabot de Whirlpool. Et avec un bateau comme ça, on pouvait pas ambitionner, sachant qu'en plus, on s'était engagé au mois de février pour un départ au mois d'octobre. ouais, bien Donc sûr. Ouais. tout avait été fait quand même d'une manière évidemment assez spontanée, on va dire. Sébastien, toi, tu l'expliquais bien. Vous avez commencé dès le début par un modèle de copartenariat avec Vibrac que vous avez prolongé aujourd'hui avec Arkea. C'était quoi votre volonté? C'était de diviser les coûts en deux ou de raconter une histoire à deux? C'était quoi l'objectif? Alors clairement, l'objectif c'était de diviser les coûts en deux parce que c'était quand même un partenariat qui était important. Dès le début, avec Jean-Pierre, on a eu des ambitions sportives qui étaient tout de suite élevées. Hein. Il a fait construire son premier bateau en Nouvelle-Zélande avec phare en amenant un certain nombre d'idées nouvelles dans la classe. Ce qui l'a d'ailleurs amené à avoir tout de suite des résultats. Il avait gagné une première Transat Jacques Vabre tout de suite. Et pour supporter ses ambitions élevées, être capable tout de suite de démarrer plein pot au premier rang sportif, c'était des investissements importants et le fait de partager les frais, ça permettait de faire tout de suite les choses au meilleur niveau. Donc oui, il y avait cet objectif-là. Et après, on avait analysé le fait que entre les deux sponsors, comme il y avait des domaines d'activité qui n'avaient rien à voir, il n'y avait pas de pollution entre guillemets entre les marques. Les gens de Virbac qui sont spécialisés dans la santé animale, nous dans l'économie circulaire des déchets, chacun peut utiliser le support et on a décliné d'ailleurs avec des marquages plus ou moins importants de chaque côté du bateau pour que chacun puisse avoir. On avait tous les deux les plus belles photos du bateau en même temps, ce qui était pas mal. Donc oui, il y avait cet objectif de dire quand on rentre dans une classe, on veut tout de suite être dans les bons, plus exactement se donner les moyens d'être dans les bons, parce que la voile c'est aussi une école d'humilité et il y a de l'aléa et il faut l'accepter en tant que tel. Et donc on voulait pouvoir tenir les deux parties de l'équation, être tout de suite dans les projets performants et aussi engager des coûts à la hauteur de ce qu'on savait faire. Donc ça a été ça la motivation dès le début. Et en fait, on a été
Ça a été beaucoup plus loin que ça parce que autour, avec les gens de chez Virbac et puis après aussi autour des copartenaires, il y a une communauté qui a été très bien managée. En l'occurrence à l'époque par Luc Talbourdet, Romain Ménard qui était son jeune stagiaire et qui est devenu aujourd'hui le DG de notre structure avec Arkea qui s'appelle Team Spirit Racing. Et ce club de partenaires a créé plein d'opportunités entre les différents membres, parfois autour de l'échange de connaissances, parfois autour d'opportunités commerciales, voilà, échange de bonnes pratiques, etc. Et, euh, et on s'est retrouvés et vus régulièrement autour du projet de Jean-Pierre, mais il y avait une petite communauté, alors pour le coup qui était pas numérique, hein, qui était très physique. On allait prendre des nouvelles de Jean-Pierre et après souvent manger et boire un coup ensemble. Et ce petit cercle a fait plein de choses intéressantes ensemble. Ouais. Franck, vous aussi, vous êtes sur un modèle de multi-partenariat, donc qui s'efface derrière une cause mécénat chirurgie cardiaque. Le nom initiative, par contre, reste toujours associé. On dit le nom, c'est Initiative Cœur. C'est l'antériorité ou c'est parce que le nom était suffisamment ancré pour ne pas le changer? Vous auriez pu faire Skyline Cœur ou Vinci Énergie Cœur ou c'était une question d'antériorité? Il y a plusieurs facteurs. Le premier, c'était que, à l'occasion donc du Vendée Globe 2012, on a eu la volonté de créer une cagnotte pour collecter des fonds pour mécénat chirurgie cardiaque. Hein, une belle cause qu'on a découvert comme Tanguy nous a fait découvrir, puisqu'on ne la connaissait pas à l'époque, et à l'occasion justement de cette Solidaire du chocolat en 2008. Et puis, comme ça avait très bien marché, la rencontre avec les familles d'accueil bénévoles de mécénat et comment dire, et les salariés avaient vraiment, je raconte souvent l'histoire parce qu'on était parti à Saint-Nazaire à l'époque sur la ville de départ de cette Solidaire du chocolat. Et j'explique souvent que j'ai trois structures, enfin une initiative à trois structures à Tours, au Mans et à Orléans. Et on avait décidé de rassembler tout le monde à l'occasion de ce départ. Et donc tout le monde a fait le tour des pontons. On a parlé voile, etc. Mais on a surtout rencontré des familles d'accueil avec des enfants opérés. Et le lundi, quand je suis revenu dans une des structures, j'ai posé la question. Le dimanche, le départ avait été fait dans les meilleures conditions qui soient. Je crois que on n'a jamais vécu un départ aussi, voilà, avec une belle brise, une mer d'huile sous spi, etc. Un temps magnifique. Et le lendemain, en fait, tout le monde n'avait retenu que les rencontres avec les familles d'accueil et tout ça. Donc clairement, ça avait très bien pris. Je me suis dit, si au moment du départ, si on doit gagner cette course un jour, il faudra toujours se souvenir que en fait, ce qu'ont retenu les salariés et sans doute une part du public, c'était l'engagement solidaire. Donc voilà, la course méritait bien son nom de solidaire du chocolat. Et je me suis dit, même quand on va être en solitaire, on sera solitaire et solidaire. Donc on a continué. Il se trouve que à l'époque, cette cause elle s'appelle mécénat chirurgie cardiaque, ce qui est quand même trois mots assez longs, etc. Il ne pouvait pas en changer, etc. Et puis c'était l'engagement des entreprises du groupe Initiative, donc voilà pour soutenir cette belle cause. Bon, si on commence à dire initiative mécénat chirurgie cardiaque, il est clair que sur tous les plateaux télé ou autres, on ne dira qu'initiative. Et Ouais. donc j'ai pris le cœur, j'ai demandé à mécénat de nous offrir son cœur et de le mettre à côté. Et quand j'ai appelé pour l'engagement du bateau, je voulais mettre initiative avec le cœur de mécénat. On m'a dit, non, il faut mettre une traduction parce qu'en radio, il Bien faudra sûr. expliquer. Donc voilà, on a appelé ça initiative cœur. Et de surcroît, mécénat nous a demandé d'organiser une collecte. Et donc à cette occasion, on a créé un fonds de dotation. Le groupe Initiative a pris un fonds de dotation qui s'appelle Fonds d'action Initiative et qui a déposé la marque Initiative Cœur pour valoriser et sacraliser l'idée que cette collecte allait aller particulièrement à mécénat chirurgie cardiaque. Quand voilà, et ça a très bien fonctionné puisque je crois la première voilà, aujourd'hui on est arrivé à pratiquement 400 enfants sauvés depuis le démarrage de ce projet Initiative Cœur. Et à l'époque, déjà, on avait fait près de 40 enfants sur le premier Vendée Globe. Donc, grâce à Tanguy, qui avait vraiment communiqué, et ce système d'un clic, un cœur, qui avait trouvé vraiment son public. Et donc, comme il n'est pas facile de changer un nom de page Facebook, hein, vous vous doutez bien, voilà, et que tout le monde avait trouvé son équilibre avec ce nom. Et quand en 2014, j'ai rencontré les dirigeants du groupe Calagne, la famille Liebo notamment, et Bruno Léger, son DG, il m'a dit ah mais non, mais si on change le nom, en fait, on va pas s'y retrouver, la communauté va pas s'y retrouver. Et donc tout le monde a bien compris qu'en fait, les choses avaient été inscrites comme ça.
et que ça faisait partie du capital immatériel un petit peu du projet. Et tout le monde s'est plié, tout comme Vinci Énergie à son arrivée en 2017. Et vous avez vu, aujourd'hui, on a une cartouche, on appelle ça une cartouche avec un cœur. Et c'est les trois entreprises partenaires, les slogans de chacune des entreprises qui participent à être à la fois sponsor pour l'équipe, hein, tout le budget sponsoring va pour le développement du bateau, la location du bateau, etc. Et puis mécène, puisqu'on s'engage avec un clic, un cœur, à donner 1 € pour chaque nouveau follower ainsi que pour chaque partage aujourd'hui, ce qui permet de viraliser sans, je dirais, passer par les fourches codines de la maison Meta, maison mère de Facebook en Irlande. Voilà. Donc, voilà, c'est un peu l'idée, c'est justement une sorte de, on a toujours essayé de faire malin ou je sais pas, voilà, mais de dire bon voilà, on a une communauté, qu'elle se développe harmonieusement. Et puis je dois bien reconnaître qu'on a une communauté où on n'a quasiment jamais à modérer malgré des très nombreux posts, commentaires, etc. C'est vraiment une communauté qualitative puisque quasiment on n'a jamais à modérer dans un Vendée Globe pas plus de 4-5 posts. Ça veut dire que à l'échelle du nombre de partages, du nombre de posts et du nombre de likes, c'est infiniment peu aujourd'hui dans le monde des réseaux sociaux. Sébastien, le groupe Paprec s'est considérablement développé depuis la première édition en 2004. Est-ce que, même si ça se chiffre peut-être pas, mais est-ce que tu sais à peu près quelle est la part de votre sponsoring voile dans la notoriété du groupe Paprec? Est-ce que ça joue beaucoup? Est-ce que vous faites des études pour mesurer tout ça? Alors la réponse c'est pas du tout. On fait pas des études pour mesurer ça, même s'il y a un certain nombre de mesures qui nous sont communiquées, type études Kantar, etc. En fait, nous, autour de notre sponsoring voile, on a visé une notion plus globale qui est celle de légitimité dans le sponsoring. On a cette vision que y a des sponsors qui viennent d'un certain nombre de sports et qui font une pige, qui sont présents et puis qui s'en vont. Et nous, les valeurs de la voile, et en particulier les valeurs de la course au large, on les trouve inspirantes. Voilà, la résilience, l'humilité face aux éléments, le fait d'être capable d'être dans l'excellence, puisque la filière voile française est dans l'excellence, le fait de s'arracher, de tout donner, ça c'est des valeurs qu'on trouve inspirantes. Et on avait envie d'être un sponsor légitime dans cet univers et de s'inscrire dans la durée pour qu'au fond l'association entre Paprec et la voile devienne quelque chose de naturel. Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on a réussi à construire maintenant 20 ans plus tard, hein, 2004-2024. Là, on fête nos 20 ans de sponsoring dans la course au large et en IMOCA. On a réussi à construire cette légitimité et aujourd'hui très régulièrement. Alors ça m'arrive de corriger les gens en disant non, pas près qu'on fait pas que de la voile. On fait aussi de l'économie circulaire des déchets, des matières premières issues du recyclage et de l'énergie, mais vraiment il y a une association qui s'est créée et nous au fond c'était ça ce qu'on cherchait, c'est-à-dire que les gens puissent associer ce sport et ses valeurs avec l'image de Paprec et que du coup on dispose voilà d'une forme de légitimité dans notre présence. Et à date, il me semble que c'est vraiment un pari qui est réussi parce qu'on a notre place dans l'écosystème et on est reconnu. J'aime bien aussi l'histoire du temps long. Nous, on est une boîte familiale, on s'inscrit dans le temps long. Et ben dans le sponsoring, pour moi, c'est pareil. Quand on fait des choix, il faut être capable de les porter dans la durée parce que créer des équipes performantes, bah ça se fait pas en 6 mois, ça se fait pas en 1 an. C'est souvent plusieurs années pour arriver à créer les conditions de la réussite en entreprise et dans le sport. Et donc le fait de s'investir dans la durée, c'est aussi un gage, de mon point de vue, de réussite sportive. Et c'est en tout cas comme ça qu'on pense à notre façon de nous investir dans ce milieu-là. Franck, ce temps long dont parle Sébastien, est-ce que ça fait aussi partie de votre stratégie ou est-ce que finalement vous c'est venu au fil de l'eau? Est-ce que quand tu t'es lancé auprès de Tanguy Delamotte en 2008 et après sur le Vendée Globe en 2012, tu imaginais que 16 ans plus tard vous seriez encore là avec pour le coup un bateau performant et des objectifs de podium? Ouais, j'avoue qu'on n'avait pas imaginé que le premier Vendée Globe comme ça nous porte. C'est vrai que pendant 3 ans, de 2008 à 2012,
en classe 40, on gagnait pas mal de courses. On avait deux Rolex Fastnet, une Solidaire du chocolat, une Normandie Chanel Race, et puis on gagnait, mais c'est vrai qu'en classe 40, la visibilité est plutôt faible, et donc je me suis dit que si il y avait une course à faire, c'était sans doute le Vendée Globe. Alors j'ai un historique moi-même avec le Vendée Globe, c'est que j'ai vécu très jeune au-dessus d'un Crédit Agricole, et que vous vous doutez que le Crédit Agricole, qui a été longtemps un sponsor de la voile, avec Philippe Gentot notamment, et des Tours du Monde en escale à l'époque, etc., avant que Philippe Gentot ne fasse et ne crée le Vendée Globe lui-même. Donc voilà. Donc moi, c'est vrai que j'ai toujours été moi-même un bon fan des courses à la voile. J'écoutais Bernard Lenoir, et on avait les vacations à la BLU à l'époque, dans ses émissions, et j'ai toujours eu beaucoup plus de posters de bateaux, et notamment de Crédit Agricole, des bateaux Crédit Agricole, que d'autres, plutôt que des posters de foot, clairement. Donc voilà. Donc c'est vrai que c'est un écosystème qui a très bien fonctionné, mais des fois, vous savez, aux innocents les mains pleines, on fait des choses par envie, et qui trouvent relais à la fois dans ces entreprises, auprès de ses salariés. Je pense que le fait de durer, Sébastien l'a dit, c'est une manière aussi d'ancrer, voilà, c'est ce partenariat avec Mécénat Chirurgie Cardiaque, bah, c'est tout le monde qui nous dit faut qu'on continue, faut qu'on continue. Les sponsors qui sont venus nous rejoindre, Caline et Vinci Énergie, nous disent bah, continuons, ça marche en interne, on voit des postes, on voit que ça rassemble, que ça fédère. Pourquoi s'arrêter quand on peut? Faisons. Donc nous, ça s'est fait complètement naturellement. La communauté s'est développée, se continue à se développer. Donc on se dit voilà, ce sont des belles valeurs. Le monde associatif peut, je dirais, s'appuyer sur nous pour être à la fois présent dans un écosystème. Vous voyez, mercredi dernier, j'étais sur les pontons du Vendée Globe, et on recevait on est pas mal partenaires d'autres fédérations comme le football, le tir à l'arc, le handball, etc., le volleyball, etc. Et ils étaient là, mais ils ont jamais considéré la voile véritablement comme un concurrent. Vous voyez, autant des fois ils peuvent se battre entre sports collectifs, certains sports individuels. La voile est perçue quand même encore, et c'est, je pense, une des valeurs fortes de la voile, c'est que c'est à la fois de la compétition, mais c'est de l'aventure. Et ça, il y en a pas beaucoup qui peuvent cocher les deux cases. Et donc c'est encore un sport qui fait rêver. C'est encore une course, le Vendée Globe, qui fait extrêmement rêver par évidemment ces faits de mer qui font que globalement il y a des bateaux, il y a des skippers qui se sont blessés, il y a des liesses, évidemment sur le dernier, Kevin Escoffier à la mer dans son radeau, secouru par Jean Le Cam. Voilà, c'est tout ça qui fait que il y a à la fois, et Sébastien également l'a dit, c'est des belles valeurs d'humilité. Voilà, on va toujours aller chercher un copain avant de penser à sa victoire. Enfin, voilà, tout ça paraît être une évidence quand vous êtes dans le milieu de la voile, mais je pense que il y a énormément de gens qui découvrent que grâce à la voile, ben on peut être dans un rapport à la victoire, à la compétition qui est somme toute assez différent. Et ça fait partie des valeurs intrinsèques de la voile. Bravo à la voile, et à Philippe Gentot aussi d'avoir su créer cette course un peu exceptionnelle. Le fait qu'elle soit sans assistance lui donne et sans escale, lui donne sans doute un cachet particulier. C'est ce qui fait que les Français sont très, très amoureux de cette course particulièrement. Ouais, bien sûr. Sébastien, tu parlais quand même, toi, d'objectifs de performance sur les projets que vous avez menés, hein. Jean-Pierre a terminé 2 fois quatrième, sixième de son premier Vendée Globe. Il a aussi abandonné en 2008. Est-ce que le résultat sportif est important et et a pu jouer parfois dans votre décision ou non de continuer? Alors, dans les résultats sportifs, nous on retient quand même les victoires, hein. En double, Jean-Pierre a Bien été sûr. extrêmement performant. Deux Barcelona World Race, victoire au compteur, quatre Jacques Vabre, si je dis pas de bêtises. Donc, en solitaire, ça n'a pas toujours été à la hauteur de ses espoirs, mais en double, il était le champion du double en IMOCA, et nous, on a été en tout cas très, très heureux et très
On s'est senti très gratifié de ces victoires à l'époque. La voile, c'est un sport difficile quand même parce qu'on peut se donner tous les moyens de performer et puis le jour venu, il y a un aléa qui peut vous empêcher d'y arriver. Donc à nouveau, il faut saisir la victoire quand elle est là et s'en féliciter parce que ça tient parfois à peu de choses. Donc on a eu cette chance-là et on en est très heureux. Donc oui, des vrais objectifs de performance qui ont été vraiment tenus en double. Et puis là, plus récemment, c'est vrai qu'avec Johan, on a une série de victoires assez impressionnantes. Victoire dans la Route du Rhum en classe 40, la belle transat mythique de Tabarly qui est maintenant au compteur de Johan, et puis le la transat retour là 10 retour à la base là à nouveau. Donc là on a l'impression que en tout cas l'équipe s'est mis en capacité d'être performante aussi en solitaire. Je crois que on a une très belle équipe, un skipper qui est vraiment excellent, et donc on a beaucoup de plaisir à accueillir la victoire. Encore une fois, on sait que les aléas sont pas loin et qu'il faut pas se voir trop beau, mais c'est beaucoup de plaisir en tout cas de partager tout ça. Ouais. Franck, vous restez sur vos deux derniers Vendée Globe, sur du moins, pas vous, mais vos skippers respectifs restent sur deux abandons, Tanguy en 2016 et Sam malheureusement pour elle en 2020. Est-ce que après un tel coup, j'imagine que c'est bon, forcément compliqué, dur à encaisser pour le partenaire que vous êtes, et comment on réagit dans ces cas-là? Est-ce qu'on se dit bah c'est pas grave, on repart tout de suite, ou on se pose la question, ou est-ce qu'on se dit est-ce que ça vaut le coup de repartir pour un résultat justement aléatoire? On sait que la voile est un sport mécanique qui peut arriver beaucoup de choses. Oui, mais non, sincèrement, on s'est pas posé de questions parce que moi j'ai toujours dit c'est en solitaire et c'est en solidaire, et j'avoue que notamment le dernier abandon de Sam globalement, et sa volonté de repartir malgré trois côtes cassées, et Dieu sait si on lui a dit non mais c'est pas parce qu'il y a l'engagement humanitaire, etc., qu'il faut que tu repartes à tout crin, etc. Mais si tu penses que tu peux le faire et si tu le souhaites, nous, on envoie l'équipe préparée. Ça a pris 10-12 jours pour réparer à Cape Town la quille endommagée, etc., suite à la collision avec un ovni. Pour elle, c'était une évidence, quoi. Elle se voyait pas rentrer comme ça. C'était une manière pour elle, elle me l'a dit, et elle nous l'a dit pas plus tard qu'avant-hier, non loin des pontons. Ça a été une manière de remonter à cheval un petit peu, en tout cas sur le bateau, et de passer cette déception en se disant qu'elle avait encore à communiquer, et voilà. Et bien lui en a pris, parce que on a obtenu le record sur une course d'enfants sauvés, on a passé le cap des 103 enfants, je crois, sur ce Vendée Globe. Et puis, c'est vrai que c'était en plus un départ qui avait été compliqué en 2012, puisque on avait tous les masques à l'époque et qu'il n'y avait pas de public. Mais par contre, le retour, il y avait pratiquement 100 000 personnes à accueillir Sam. Et ils l'ont chaudement félicité, même si elle était hors course. Donc, moi, la course, c'est comme je dis, je fais le parallèle. Pour moi, c'est deux lignes parallèles qui ne Ouais. se croisent jamais. C'est-à-dire qu'il y a d'un côté, évidemment, ce qu'on peut faire comme performance, et ça, faut pas le négliger. Et on essaye de donner à nos skippers des bateaux de plus en plus performants à la vue de nos budgets, hein, quand même. Mais globalement, et c'est vrai que Sam aujourd'hui a, je pense, un bateau où on n'a jamais été aussi performant, puisqu'elle a fait troisième, notamment sur la New York Vendée. Maintenant, il y a pas que ça comme priorité. On a deux priorités. C'est aussi d'assumer et d'aller aussi vers le fait que cette communauté s'anime autour des enfants sauvés, et de charger le compteur des dons. Et donc c'est comme ça qu'on l'envisage, puisque en plus de nos dons, nous mécènes, enfin partenaires mécènes, pour un clic un cœur, chacun peut envoyer son don au Fonds d'Action Initiative pour pendant cette période donner à l'occasion des dons de fin d'année ou de début d'étrenne pour la cause. Donc voilà, un euro versé, un euro reversé à la cause. Et comme ça, on a un double objectif. Voilà, Ouais. on se veut compétitif et solidaire, mais c'est très bien. Et félicitations aussi à Johan, parce que on sait que, et à ses sponsors, parce que vous avez aussi un très beau projet, et qui globalement, vous avez un excellent skipper, et je comprends que voilà. Maintenant, nous, on est quand même plutôt dans une catégorie. On veut engager
performer, mais aussi durer. Voilà, ça c'est important pour la cause. Voilà. Sébastien, tu voulais réagir. Ouais, si Franck me le permet, j'aurais voulu commenter, comme il le disait vraiment très justement tout à l'heure, il y a pas que la performance sportive qui compte. Il y a d'autres valeurs autour de l'aventure, du dépassement de soi qui sont vraiment valorisées. Et pour moi, sur des courses au large, il n'y a pas seulement un vainqueur, il y a des vainqueurs parce que chacun performe dans des catégories différentes. Il y a le sportif, nous on a un projet qui est très très orienté autour du sportif. Mais quand Sam repart après son arrêt avec l'engagement dont elle témoigne pour finir son tour du monde, pour moi, elle a aussi gagné le Vendée Globe dans une catégorie qui est à part, mais une catégorie sûrement du courage et de la détermination. Et donc je trouve que ça c'est quelque chose qui est particulier à la voile et qui est très fort, c'est qu'au fond, il y a les vainqueurs sportifs, mais il n'y a pas que les vainqueurs sportifs. Il y a d'autres victoires qui se jouent sur l'eau. Il y a d'autres valeurs qui se donnent à voir dans ce sport-là. Et c'est pour ça que il y a de la passion. Et c'est aussi pour ça que des sponsors peuvent s'y retrouver avec des investissements différents, des approches différentes. Et moi, je suis passionné de ce que Franck raconte. Je suis sûr qu'il y aurait plein de leçons à me donner sur comment animer la communauté. On a sûrement plein de progrès à faire là-dessus. Mais en tout cas, je voulais dire il y avait plusieurs façons de gagner ces courses-là, de mon point de vue. Oui, on peut animer, c'est sûr, mais on pourra en discuter, Sébastien. Il y a plein de manières, mais comme tu le dis justement, tous les sponsors s'y retrouvent un petit peu. Ouais, on dit souvent, Franck, que justement les sponsors souvent nous le racontent que finalement l'investissement est quasiment rentabilisé avant même le départ. Est-ce que c'est le cas? Comme le disait Sébastien, on n'a jamais calculé, on n'a Ouais. jamais fait demander des audits là-dessus. Nous, notre meilleur baromètre, c'est notre réseau social, en fait. Le nombre de likes, le nombre de voilà, on a notre baromètre à nous. Ça nous permet de faire des lives, ça nous permet de voir combien de gens de cette communauté suivent. Alors, à côté de ça, on a des retours médias évidemment, hein, des directs TV, on a des participations, on a évidemment des articles dans la presse divers et variés. Donc c'est tout ça un petit peu. Mais ça, on sait le jauger, le juger, mais j'estime que c'est pas la peine. Enfin, nous, c'est vrai que le ressenti via ce réseau social, ces réseaux sociaux, en fait, nous suffit à juger à juger de la chose. Sébastien, vous, sur le dernier Vendée Globe, vous étiez donc, comme je le disais tout à l'heure, partenaire de Sébastien Simon, qui a abandonné sensiblement au même endroit d'ailleurs que Sam Davis. Vous n'avez pas reconduit l'aventure avec lui et donc choisi de repartir avec Johan. Ça a été un projet un peu compliqué, j'ai eu l'impression, mais vous avez quand même décidé de repartir. Alors, clairement, c'était un projet très compliqué et on a décidé de repartir presque en repartant de nos fondamentaux à nous. Et ces fondamentaux, c'était s'investir et s'investir dans la durée. Et donc ça nous a amené à changer de position et devenir du coup à la fois les propriétaires de l'écurie de course au large et au fond de rentrer vraiment dans la gestion de ces projets de course au large. Comme on est dans le circuit depuis un moment, on avait l'impression qu'on pouvait amener quelque chose en amenant de la visibilité et en ayant quelque chose à amener en termes de compréhension des enjeux et de donner les bons moyens à l'équipe. Et c'est ce qu'on a fait. Donc on revient, mais on revient dans un format différent. Voilà, en tant que propriétaire de l'équipe avec Arkea et avec cette volonté voilà de se positionner sur le long terme à nouveau pour que l'équipe sportive puisse bénéficier d'un soutien solide des partenaires, se projeter pas seulement sur une campagne mais sur plus. Et c'est pour ça qu'on a fondé cette équipe qui s'appelle Team Spirit Racing et autour de cette valeur d'esprit d'équipe et de partage. Et voilà, et pour donner aussi de la visibilité. Ça veut dire que vous êtes un partenaire assez interventionniste dans les choix de l'équipe, dans les choix sportifs notamment? Alors, interventionniste dans les choix de l'équipe, non. Mais par contre, pour les décisions importantes, on souhaite vraiment y participer. On a fait quelques choix en particulier pour que l'équipe ait tout le temps nécessaire pour fiabiliser le bateau. C'est aussi définir le niveau d'ambition qu'on veut et du coup les moyens en conséquence. Hein. Tout ça, c'est des arbitrages qu'il faut rendre. Et plus on les rend tôt, plus on sait ce qu'on veut et là où on va. Je pense plus on donne le moyen à l'équipe de faire ses choix. Et on va pas les embêter sur ce qu'ils choisissent comme matériel pour une raison X ou Y. On va pas les embêter sur là où ils dépensent leur budget. On leur fait confiance pour savoir ce qu'il faut faire. Par contre, le niveau d'ambition, ils nous disent de quoi ils ont besoin pour tenir ce niveau d'ambition.
et quelques choix structurants. Et en particulier, pour moi, le choix le plus important, il est autour des personnes qui viennent composer cette équipe. Voilà, sur le recrutement des personnes importantes, on était là aux côtés de Romain pour choisir les bonnes personnes et je pense que quand on a les bonnes personnes, comme par hasard, tout se passe bien. Tu navigues toi-même, hein, Sébastien. Tu avais couru la solitaire du Figaro pour fêter tes 50 ans. Tes 40 ou tes 50 ans? Mais Tes 40. 40 ans, excuse-moi. Je te vieillis un peu, excuse-moi. Faut pas le Euh, vieillir aussi vite. Excuse-moi, c'est parce que c'est moi qui ai 50 ans et plus. Sébastien, est-ce que le fait d'être soi-même navigant, d'avoir navigué, même si t'étais pas professionnel, est-ce que ça aide à justement mieux appréhender un peu toutes les problématiques d'une équipe de course au large? Honnêtement, je crois pas parce qu'entre une solitaire du Figaro et l'IMOCA, c'est la différence entre courir en kart et être en Formule 1. Donc c'est pas parce qu'on sait courir en kart qu'on comprend la complexité, en particulier toute la dimension de développement des bateaux. Mais par contre, forcément, il y a une intimité plus forte avec les sujets. Et à nouveau, l'idée n'est pas de participer au choix sportif. Mais j'ai envie de dire, il y a une intimité. Après, l'autre truc, c'est que moi, j'ai d'abord une expérience d'entrepreneur. Et pour le coup, monter des collectifs humains qui savent faire des belles choses ensemble, je pense que j'ai une certaine valeur ajoutée là-dedans à amener dans l'équipe et pas près qu'à ça à amener dans l'équipe. Et donc, c'est plutôt autour de ça que je pense on peut avoir un apport dans le projet. Et à nouveau, sportivement, on n'a pas on joue pas dans la même catégorie, on joue pas dans le même ligue et il faut surtout pas se tromper là-dessus. Par contre, mettre les bonnes personnes et les bons moyens pour arriver à un résultat, travailler sur l'alchimie toujours complexe qui est une équipe sportive avec la pression de la compétition, la pression des timings à respecter pour les départs de course, le timing technique à respecter, articuler tout ça, voilà, être en soutien et être capable d'aider l'équipe sur certains choix structurants, ça clairement on le fait. Vous, Franck, Sébastien disait que Paprec Arca était propriétaire de l'équipe. Est-ce quel rapport vous avez avec l'équipe? Est-ce que c'est Sam qui a sa propre équipe? Et quel rôle vous avez? Est-ce que vous êtes aussi interventionniste dans certains choix sportifs? Tu disais tout à l'heure que vous aviez pas forcément prévu à l'origine d'avoir un bateau neuf sur cette édition. Je dirais qu'on est force de proposition, nous, partenaires. On écoute. Il se trouve que la structure sportive est détenue aujourd'hui, c'était la structure de Tanguy de la Motte, qui une fois parti pour les États-Unis, puisqu'il a souhaité partir avec femme et enfants aux États-Unis pour vivre d'autres aventures professionnelles en 2016-2017, nous a conduit à reprendre, enfin non pas à reprendre justement cette structure qui hébergeait, je dirais, la partie compétition, mais elle a été revendue à David Sino, qui était le directeur opérationnel depuis 4 ans de cette structure, voilà, c'est notre interlocuteur de base pour échanger sur le choix des bateaux, sur le choix du skipper, et Sam est une prestataire de cette structure, sachant qu'elle est également co-signateur avec nous de l'engagement qu'elle donne à participer sur un contrat qui va par exemple jusqu'à fin 2025, voilà, juste après Vendée. Après, on se repose des bonnes questions, on fait des constats, on se dit ce qui a marché, peut-être moins bien marché, et comment, si on veut continuer, avec qui et comment. Voilà. Pour l'instant, c'est une structure qui nous va bien, sachant que la communication est gérée par le groupe Initiative, voilà, et que c'est une prestation que nous refacturons à l'ensemble des partenaires. Voilà, pour être clair et concis, et également pour être clair et concis, le bateau appartient aux partenaires pour alléger peut-être aussi le risque toujours de faire un bateau qui peut des fois s'avérer un peu difficile, délicat ou fragile. Donc ça, Dieu merci, en tant qu'armateur, on a notre mot à dire, et le choix du bateau, le choix voilà, que ce soit en occasion ou en neuf. Vous avez donc un plan manoir qui commence à être bien fiabilisé, une skippeuse qui commence à avoir beaucoup d'expérience et des résultats. Est-ce que maintenant l'ambition est clairement de monter en gamme au niveau résultat ou, comme tu le disais tout à l'heure, c'est pas forcément une priorité pour vous? Est-ce que vous vous prenez à rêver d'un podium, voire mieux sur ce Vendée Globe 2024? Bah, on a vu que par contre notre communauté, elle aimait quand nos skippers, en tout cas, jouent plus à l'avant que complètement à l'arrière. Mais ça,
Bon, je dirais que c'est humain et ça paraît un peu logique. Il y a une sorte d'excitation à ça. Maintenant, de là à gagner et viser un podium, non. Là, si on fait un top 5, on sera super content. Et puis voilà. Mais on sait que derrière, devant nous, il y a quand même des très grosses équipes, dont la maison Paprec Arkea et donc avec Johan. Et donc bon, faut être logique. L'idée, c'est quand même d'offrir à Sam quand même une perspective où il y a quand même un enjeu sportif, parce que je pense que les skippers, si on leur donne pas cet enjeu-là, bon, si c'est qu'un enjeu aventure, c'est pas le même bateau. On n'a pas besoin de ce bateau, etc. Je pense qu'on se serait tourné vers d'autres types de bateaux, mais comme Sam avait la volonté après sa déception quand même d'abandonner en 2020, avait la volonté. Donc après, le choix s'est posé entre un bateau d'occasion, mais à l'époque, on voulait qu'elle l'ait tôt, parce qu'on sait que Sam aime bien avoir des bateaux dans lequel elle a beaucoup navigué. Je crois que c'est elle qui a fait le plus de milles sur son bateau, sur un bateau neuf depuis 3 ans. Donc il fallait qu'elle l'ait tôt pour que globalement il y ait voilà. On savait que elle avait certaines volontés sur certains types de bateaux et surtout on avait la volonté entre partenaires de dire il te faut un bateau plus alors confortable, j'y mets des guillemets, hein, parce que dire qu'un IMOCA performant aujourd'hui est un bateau confortable, je pense qu'il ne faut pas l'entendre de ce mot-là, mais dans lequel elle peut avoir peut-être un peu plus confiance vis-à-vis des arrêts buffets, tout un tas d'événements qui peuvent arriver. Et c'est vrai que par contre le regard qui s'est porté sur le plan manoir là, par rapport à la vision que j'en avais et par rapport à David partageait ma vision, etc., on pensait que le bateau notamment d'Armel Tripon, le premier qui a été repris par Louis Burton, nous paraissait avoir quelques atouts de ce point de vue, c'est-à-dire un bateau, voilà, surtout si on reculait la quille comme on l'a fait, si voilà, on trouvait que ça pouvait être un bateau une bonne solution. Et ça nous permettait aussi, parce que les chantiers étaient déjà pleins d'énormément de commandes, etc. On a bien vu si on devait faire un bateau neuf, il nous fallait attendre et sans doute l'avoir 1 an et demi avant le Vendée, ce qui nous paraissait aussi antinomique. Donc le choix s'est opéré de la sorte. Et je pense que en tout cas, Sam adore son bateau parce que elle s'y sent bien, elle a appris à le connaître. On a fait un dernier jeu de foil qui s'est avéré aussi facteur de progrès. C'est pas toujours évident sur ce genre de développement. Et voilà. Donc pour l'instant, les planètes s'alignent en tout cas. On a essayé d'être cohérent en tant que partenaire, équipe sportive et skipper. Bon, pour l'instant, et on l'a vu un peu dans les derniers résultats, on est toujours 5e, 6e ou 3e, mais bon voilà, mais on ne joue pas les premières places, clairement. Voilà. Et il faut rester, voilà. Après, on sait qu'une course comme le Vendée Globe, il y a tellement d'aléas et il y a souvent beaucoup voilà, ça reste, voilà, et on espère que par contre, on pourra finir parce que 3 Vendée Globe avec 2 abandons, notamment celui de Tanguy en 2016 pour un haut de mât cassé aux Açores, c'était même au Cap-Vert, peu importe. Mais globalement, on nous avait aussi déçus. Mais bon, on sait en s'engageant dans cette course que globalement, ce genre de choses peut malheureusement arriver et le taux d'abandon est quand même assez important. Donc, bon, ça fait partie du jeu. Bien sûr. Sébastien, vous avez, tu l'as souligné, hein, vous avez un bon bateau, plan Finot-Conche qui a fait ses preuves ces 2 dernières années, un skipper qui a aussi fait ses preuves en gagnant à la Transat anglaise et retour à la base l'année dernière. C'est un combo gagnant sur ce Vendée Globe? Alors Axel, si tu me permets de préciser, c'est un plan Coche Fino Conque et dans cet ordre-là, parce que c'est quand même le premier bateau signé par Antoine Coche et pour le coup, je pense qu'il a fait vraiment un bateau qui est taillé pour le Vendée, performant au portant, très performant dans la mer, avec vraiment toute la partie. On lui a demandé, Johan lui a demandé de faire un bateau qui était vraiment orienté sur le parcours du Vendée. Et c'est vraiment ce qu'il a réussi à faire. Donc nous, on est très heureux de ce bateau-là, qui est vraiment taillé pour la course au large et taillé pour les conditions aussi du Grand Sud. Donc on est très satisfait du bateau, très satisfait de Johan qui nous a vraiment gratifié de performances exceptionnelles. Donc
Mais je tiens vraiment à souligner que c'est vraiment tout un groupe là qui performe. C'est Romain bien sûr, c'est Gauthier Lévis là qui pilote le bureau d'études, et c'est toute l'équipe autour. Je suis désolé, je vais pas tous les citer, mais ils mériteraient tous que je parle d'eux maintenant, parce que c'est vraiment voilà, c'est cette équipe là qui fait que ça marche, un chouette collectif qui s'est mis en place. Et donc oui, on aborde ce Vendée, je crois, avec un beau package. À nouveau, voilà, toute humilité par rapport à ce qui va se passer, parce que on peut se donner des moyens, mais le résultat, il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est clair. La transition est toute faite, Sébastien. Je suis obligé de vous poser la question. Tu parles de moyens. Ça coûte combien tout ça à peu près qu'un Vendée Globe 2024? Alors, en vrai, c'est presque gratuit, mais vu que les gens travaillent par passion, non, je plaisante. Bien sûr, c'est un budget important. Nous, alors historiquement, on n'a jamais souhaité communiquer sur cet aspect-là des choses, parce que pour que ce soit intéressant, il faudrait pouvoir comparer des choses comparables entre les différents projets. Clairement, ça se coûte en millions d'euros par an, hein, la participation de chacun des deux partenaires. Voilà. La voile est quand même un sport dans lequel on a quelques événements phares qui génèrent des retombées et qui permettent du coup d'envisager ce type d'investissement. C'est pas tous les ans qu'on a le Vendée Globe, et quand on a le Vendée Globe, c'est vraiment le moment où on va faire le plein de retombées pour le projet. Donc on rentre dans une période qui est importante pour nous. Franck, le budget de fonctionnement du projet Initiative Cœur, est-ce que tu peux nous le donner? Souvent, Tip Shaft est bien informé et globalement, en tout cas, est capable de donner en tout cas des fourchettes, je crois. Bon, nous, étant donné qu'on travaille avec une cause, souvent, et avec les partenaires, il y a un engagement à ne pas en parler trop de ce montant-là, même si les chiffres qui sont donnés précédemment par Sébastien chez nous sont à peu près du même ordre, mais enfin un peu, voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que y a pas que ça il y a pas que le sponsoring, il y a aussi l'activation aussi qu'on fait. Vous voyez, par exemple, le groupe Initiative, on va envoyer près de 15 000 kits dans 15 000 écoles françaises. Il y a 40 000 écoles en France, c'est vous dire quand même que globalement le projet fait écho. Et tout ça, ce sont des investissements qu'on fait bien gentiment, parce que c'est nos clients et c'est les enseignants qui les demandent. Donc, vous voyez, c'est un ensemble de choses. Il faut pas voir foncièrement que ce que coûte un bateau. Je peux comprendre que tout le monde cherche à comprendre et à savoir, mais pour avoir été à Barcelone et voir la Coupe de l'América il y a de ça quelques semaines, je m'aperçois qu'en fait, bon, si vous voulez, l'IMOCA reste tout à fait abordable pour des entreprises, et surtout quand je vois l'affluence sur les pontons la semaine dernière du Vendée Globe, il y a quand même aussi en termes d'écho auprès du grand public, c'est quand même des courses qui amènent quand même 2,5 millions de personnes sur des pontons, 3 millions à la Route du Rhum. Enfin, je veux dire, il y a un succès populaire, il y a un engouement pour cette course et ces courses, ces transatlantiques, voilà, qui fait que globalement aussi, entre guillemets, ça se mérite. Et donc, ce, c'est- cette, ces nombreux supporters à droite à gauche qui suivent cette course, on le voit aussi dans les projets numériques comme Virtual Regatta, etc. Il y a un vrai engouement. Donc à un moment donné, si on ramène ce budget par rapport à l'ensemble des gens qui, de près ou de loin, suivent euh, cette course, à la limite, je suis pas certain que ce soit très très cher. Et puis, on le fait pas par opportunisme, on le fait par envie, parce que nous, en tout cas, nous partenaires, on souhaite être vraiment mécènes et donner la visibilité à Mécénat Chirurgie Cardiaque. Ça ne coûte pas un centime à Mécénat Chirurgie Cardiaque. D'ailleurs, pour être sur les voiles, etc., ça ne coûte pas un centime. Ils reçoivent de l'argent et en plus une notoriété aboutie, je dirais, à la suite de ces engagements annuels. Donc, pour nous, le système est franchement simple, vertueux et je crois efficace. Une dernière question, Franck, et après je la poserai à Sébastien et je vous libérerai. Est-ce que d'ores et déjà on pense à la suite chez Initiative Cœur? Est-ce que ce projet va se poursuivre au-delà de ce Vendée Globe? Tu disais que le partenariat, le contrat a été signé jusqu'à fin 2025, mais est-ce que il y aura une suite à 2025? Il y aura un Vendée Globe 2028? Où vous en êtes de vos réflexions à date? Tous les partenaires ont dit quand même que globalement chaque jour suffit sa peine et que globalement on s'était donné justement un an de plus pour choisir
et on verra, on fera le constat, parce que c'est aussi à la course de voir si cette émulation, cet entrain qu'ont les gens de plus en plus à suivre cette course, allait se poursuivre, clairement. Si c'est le cas, bah, évidemment, on aura plutôt sans doute un regard favorable sur le sujet, et si on peut, hein, parce qu'après c'est l'avis de chacun des partenaires, etc. Mais globalement, on peut penser que ce serait plutôt un avis positif. Maintenant, nous verrons en 2025, nous analyserons et nous verrons bien. Et puis ça tient aux ambitions à la fois du skipper, et qu'est-ce qu'on veut, quelle image on veut donner au travers du choix du skipper, enfin, etc. Il y a énormément de questions qui vont se poser. On se dit qu'il faut vivre l'instant. On a envie de vivre l'instant jusqu'au mois de février, mars, et on verra pour analyser au printemps prochain. Sébastien, est-ce que on entend parler de rumeurs qui font déjà état d'un nouveau bateau pas près qu'Arkea pour 2028? Est-ce que c'est des rumeurs fondées? Est-ce que depuis le début vous ne cachez pas en tout cas votre envie de continuer derrière? Non, clairement, on a envie de continuer derrière, même si les décisions sur un nouveau bateau, pas nouveau bateau, sont en train de se prendre. Clairement, on a envie de continuer. On n'est pas venu fonder Team Spirit Racing pour faire un petit tour et puis s'en va. C'est pas notre philosophie, c'est pas notre approche. On a envie de continuer. Après, c'est important aussi de tirer les leçons du Vendée Globe qui va se dérouler pour faire les bons choix. Mais comme dans ces projets, on peut pas acheter le temps, et c'est la variable clé de tous ces projets. On est déjà dans la projection de qu'est-ce que pourrait être un nouveau bateau, comment on le ferait, etc. Et on prépare ça de façon très active. Eh bien, parfait, ça sera le mot de la fin. Sébastien, Franck, merci beaucoup. Je sais que votre temps est précieux de nous avoir accordé du temps. On va se retrouver sans doute la semaine prochaine sur les pontons du Vendée Globe. Et bah, quant à nous, on se retrouve justement mardi prochain pour un nouvel épisode de Pause Report consacré au Vendée Globe. Messieurs, bonne journée à tous les deux. Merci Axel, et au plaisir. Merci Sébastien. Merci Axel, merci Franck. Merci d'avoir écouté cet épisode de Pause Report. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez en bien ou en mal, et n'hésitez pas à le partager. Si vous souhaitez suivre l'actualité de la voile de compétition, je vous encourage à vous abonner à la newsletter de Tip & Shaft, envoyée chaque vendredi à 17h. Pour vous inscrire, ça se passe sur tipnshaft.com. À bientôt!